Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Nouveau numéro de questions d'actu. Nous allons parler ce soir des accidents de la route. Ce phénomène qui continue de faire beaucoup de victimes chez nous. Parallèlement à ça, le nouveau code de la route est entré en vigueur. Ce nouveau texte introduit notamment le permis à points et prévoit un durcissement des sanctions liées aux infractions et délits. Alors nous essaierons tout au long de notre débat ce soir de décrypter cette nouvelle loi. Est-elle suffisante pour endiguer le phénomène des accidents de la route? Une question et bien d'autres que nous allons aborder avec nos invités. C'est notre débat ce soir donc que nous entamerons juste après ce sujet signé Youssef Dhili. La loi relative à l'organisation de la sécurité et la police de la circulation routière, qui introduit notamment le permis de conduire à points, prévoit un durcissement des sanctions liées aux infractions et délits a été récemment promulguée. Cette loi vise essentiellement à endiguer le phénomène des accidents de la route. En 2016, la route a fait plus de 3300 morts et plus de 25 000 blessés. La nouvelle loi prévoit notamment l'introduction du permis de conduire à points et le durcissement des sanctions liées aux infractions et délits. Le système du permis à points sera géré par le ministère de l'Intérieur à travers un fichier national des permis de conduire devant recenser toutes les infractions de la route au niveau national. Dans ce système, le permis de conduire est doté d'un capital de 24 points qui sera réduit à chaque infraction commise par les titulaires du permis. Le contrevenant sera également soumis à une amende forfaitaire et à des sanctions pénales selon les cas. Après le retrait de tous les points, le permis de conduire devient invalide et son titulaire est tenu de le remettre au service habilité du ministère de l'Intérieur. Dans ce cas, l'intéressé ne peut postuler à l'obtention d'un nouveau permis de conduire qui sera soumis à la période probatoire qui, après 6 mois de la date de remise de son permis. Ce délai est porté à 1 an dans le cas où son permis a fait l'objet de 2 invalidations sur une période de 5 ans, préconise le texte. La nouvelle loi durcit également les contraventions. Ces dernières vont de 2 000 dinars à 50 000 dinars pour les grandes infractions relatives aux conducteurs de poids lourds et de bus. Donc, pour parler des accidents de la route, du nouveau code de la route, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Mohamed Lazouni. Vous êtes président de l'association Tariq Salama, expert des questions relatives à la sécurité routière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je tiens d'abord à remercier nos amis téléspectateurs qui veulent bien nous recevoir chez eux. Et je leur demande de bien faire attention et de se concentrer, parce que c'est une question, en réalité, la prévention routière, c'est une question de vie et de mort. Alors, également avec nous ce soir, Monsieur Ahmed Neit El-Houssine, vous êtes directeur général du Centre national de la prévention routière. Bonsoir. Et à vos côtés, Monsieur Abdrani Hammani, sous-directeur de la circulation et de la prévention routière auprès du ministère des Transports et des Travaux publics. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence avec vous, Monsieur Lazouni, pour faire face aux proportions alarmantes que connaît le phénomène des accidents de la route en Algérie. Une nouvelle loi, le nouveau code de la route a été promulgué. Quelle première lecture faites-vous de cette loi? Merci, Monsieur Nazim. Tout d'abord, pour paraphraser quelqu'un qui avait dit à un moment « trop d'impôts tue l'impôt », moi je dirais « trop de loi tue la loi ». Depuis 62, il y a la loi 62, 66, 74, 87, 89, 2001, 2004, 2009 et maintenant cette nouvelle loi 2017. Il y a trop de... D'ailleurs, on se retrouve personnellement, moi qui prétends connaître un peu le code de la route, je ne me retrouve plus. Parce que chaque article vous renvoie à une autre loi et cette loi vous renvoie à une autre. Bon, c'est une gymnastique cérébrale, c'est peut-être bon pour contre la maladie d'Alzheimer. Ceci étant, la nouvelle disposition. Et il y a, la plupart des articles qui existent, nous renvoient toujours à sera défini ultérieurement par voie réglementaire. C'est-à-dire que, à ce jour, ces textes ne peuvent pas être appliqués puisque nous devons attendre les textes d'application. Si vous voulez, moi je vais aller plus loin. On nous parle du chronotachygraphe. On nous parle du chronotachygraphe qui allait être
En 1972, du temps de Rabah Beta Tarbiya Rahmou, un arrêté avait déjà été prononcé pour exiger à ce que les véhicules de transport de marchandises soient équipés de chronotachygraphes, qu'on appelait populairement le mouchard. Si en 72 on les avait équipés, ça voulait dire que tous les véhicules qui rentraient étaient obligatoirement équipés de ces chronotachygraphes. Pas de texte d'application, les camions sont rentrés, et maintenant, non seulement on va, je dis bien, on va mettre en application ces dispositions, et on obligera les propriétaires des véhicules à équiper leur camion avec ces chronos. Donc, il y a une affaire d'argent. Donc, est-ce que cela sous-entend que cette nouvelle loi ne servira pas à grand-chose? Mais le chronotachygraphe existe. Bon, de manière globale, M. Lazouni, de manière globale. Je le tiens toujours dans un... Bon, le mouchard, c'est très bien, c'est excellent. Je me rappelle à l'époque où nous tournions à la télévision, il y avait la SNTV, les camions étaient importés de l'étranger, ils étaient équipés de ce chronotachygraphe. Et comme par hasard, les chauffeurs les avaient tous détériorés. Nous voulions justement faire un reportage pour filmer, ils étaient tous hors d'état. Donc il y a même les conducteurs maintenant qui ne jouent pas le jeu, bien sûr. Bon, dans cette histoire de chronotachygraphe, on nous parle du temps de conduite. Mais y a-t-il une loi déjà qui limite l'horaire de conduite du conducteur pour qu'on puisse verbaliser l'employeur? Il n'y a pas. Alors le temps de conduite, c'est important. Qu'il y ait d'abord une loi qui limite le temps de conduite de chaque conducteur. Et à ce moment, on pourra appliquer ce texte. Parce qu'à ce jour, vous avez une ligne, Alger-Tindouf, 1800 km. Bien que nous ayons assez souvent sollicité à ce que au moins l'employeur utilise deux conducteurs, certains pleurent et disent c'est trop cher, les charges nous reviennent plus cher, je préfère garder un seul chauffeur. Donc tout ça, c'est des carences dans le nouveau code de la route. C'est des carences. Alors, il ne s'agit pas de pondre, excusez-moi l'expression, de pondre le texte. Il faut l'application sur le terrain. On nous parle du permis à points. Je tape des mains, je me réjouis du permis à points. Bon, ça fait quand même, il est né en Allemagne dans les années 50, en France dans les années 80, nous les avons en 2017, c'est bien dans la mesure où la question que je pose, qui va retirer le poids? Là, Tariq Salama a toujours sollicité des autorités le retour d'un petit tribunal qu'on appelait le tribunal de simple police. Ce petit tribunal jugeait les contraventions. Pourquoi? Parce que le contrevenant, il a bien le droit d'avoir un recours. Il ne s'agit pas de simplement juste verbaliser, il faut qu'il y ait un recours, et à ce moment-là, il y avait un tribunal. Maintenant, la soustraction du poids, ailleurs, le poids n'est retiré qu'après un jugement définitif. Ce n'est pas immédiatement, de poids. Non, monsieur. Il y avait un jugement définitif après le recours, etc. Et c'est à ce moment-là que le poids est défalqué du propriétaire. Autre chose, j'avais dit dans un des articles, il y a une inflation de poids. Ailleurs, on nous donne 12 poids et on retire un poids. Là, on a dit 24 poids et on retire 2 poids. Je ne sais pas, histoire de ne pas faire comme eux. Bon. En restant dans le chronotachygraphe, donc il y a le temps de travail qui devrait être fixé. Et la question que je pose, qui va retirer le poids? Si c'est la commission de retirer AD, j'ai déjà un aperçu. Hein. On va poser la question d'abord à M. Neit El-Hussein. Est-ce qu'on peut parler de carence dans le nouveau code de la route? D'abord. Écoutez, pour les aspects proposés par le ministère de l'Intérieur, on revient aux nouveautés de ce nouveau code de la route. Dans le cadre de la refonte de l'architecture institutionnelle de la sécurité routière, qui est un aspect très important, il y a eu la proposition pour la première fois de la création d'un conseil auprès de M. le Premier ministre. On parle
d'une politique gouvernementale. C'est pour la première fois qu'on l'a inscrite dans cette transversalité. C'est une politique du gouvernement. Les décisions stratégiques concernant cette politique se prennent à un niveau gouvernemental. Là, c'est très important pour que les mesures aient un pouvoir d'exécution et pour l'implication de l'ensemble des partenaires. Parce qu'actuellement, il y a une multiplicité d'intervenants avec forcément une dilution de responsabilité. Lorsqu'il va y avoir ce conseil, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Il va y avoir en retour une évaluation de cette politique au plus haut niveau de l'État. Le second aspect qui est très important dans cette nouvelle architecture, c'est la délégation à la sécurité routière qui est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sécurité routière. On a identifié un chef de file en matière de mise en œuvre de la politique. Il y a un responsable de cette politique qui est identifié et dans les missions et les actions peuvent être évaluées. Et cette structure leader en matière de sécurité routière disposera des missions essentielles de sécurité routière. Elle va fédérer à la fois les missions du Centre national de prévention et de sécurité routière, qui est un établissement public à caractère administratif qui n'a jamais pesé sur les questions liées à la sécurité routière jusqu'à l'heure actuelle, et il va y avoir également la prise en charge. D'après vous, la solution est dans ce conseil? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, on a écouté M. Lazouni. Une partie de la solution repose sur l'architecture institutionnelle de la sécurité routière. Lorsqu'on a envie de prendre des décisions, on ne peut pas les prendre au niveau d'un seul département ministériel. Ce n'est pas possible de garantir la mise en exécution d'une décision si tout l'ensemble des acteurs ne sont pas concernés. Même le mouvement associatif n'est pas associé. Tous les acteurs de la sécurité routière doivent intervenir et doivent être impliqués dans la mise en œuvre de cette politique. Sans ça, on n'arrivera pas à avancer dans ce domaine. Mais on a comme l'impression qu'à chaque fois, on décrète une loi, on l'essaie sur le terrain, le bilan est négatif et on propose une autre loi. Écoutez, on n'a pas... S'il y a des carences, il y a des carences. Dans ce cadre précis, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. C'est des recommandations internationales en matière d'organisation. Il faut arriver à une structure leader, une structure responsable de la mise en œuvre qui va fonctionner de manière transversale en impliquant l'ensemble des acteurs. C'est un schéma qui est adopté à travers le monde, on ne vient pas de l'inventer. Mais c'est pour la première fois qu'il a été consacré au niveau de la loi. Là, c'est le premier aspect qui est très important en matière de restructuration. Le deuxième aspect qui est lié au permis de conduire à points. On ne parle pas uniquement du permis de conduire à points, et M. Lazouni est là pour témoigner. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est de disposer de fichiers automatisés. Le fichier des permis de conduire est celui des cartes d'immatriculation et avec bien évidemment un fichier des infractions. À partir de ces bases de données automatisées, on pourra imaginer tous les dispositifs intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On pourra migrer vers des systèmes automatisés de sanctions. Il faut disposer de ces fichiers. L'opération de production et d'enrôlement, elle va être lancée incessamment au mois d'avril. Prendra combien de temps? Au mois d'avril, la production et l'enrôlement. Lorsqu'on parle d'enrôlement, c'est-à-dire qu'on commence à constituer la base de données. Mais le travail avec le système du permis à points, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce que cela dépend de la fiabilité des fichiers. La crédibilité de ce système dépend de la fiabilité du fichier. On va faire un travail d'assainissement sur les fichiers de wilaya qui existent actuellement. Et il ne faut pas commettre d'erreur dans cette phase.
pour l'intégration des titulaires des permis de conduire, bien sûr, des permis qui ne sont pas électroniques biométriques. Alors, pour les nouveaux titulaires, on va les intégrer automatiquement dans la base de données. Monsieur Lazouni a posé une question qui va retirer les points. Et quelle est la norme internationale en la matière? C'est l'agent verbalisateur qui va opérer le retrait de points, en vertu de la loi. Dans les autres pays, le paiement de l'amende vaut consentement. Et dès qu'il y a acquittement de l'amende forfaitaire, il y a retranchement de points. Mais il y a un aspect en matière contraventionnelle. En matière contraventionnelle, c'est un principe de loi. Les PV en matière de contravention font foi jusqu'à inscription du faux. Lorsque on commet une infraction, c'est le policier qui a constaté une infraction de franchissement de ligne continue, franchissement d'un feu rouge. Est-ce que le contrevenant a le droit d'introduire un recours par rapport à cette constatation? C'est-à-dire, en revenant à la loi, en matière contraventionnelle, le PV établi par un agent de police judiciaire fait foi jusqu'à inscription du faux. Alors, c'est effectivement. Les dispositions de la loi disent que le PV fait par un agent fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cela va de soi. Encore faudrait-il que ce contrevenant ait des arguments pour prouver le contraire. C'est-à-dire, nous allons tomber sur l'histoire du feu jaune. Je passe ou je passe pas. C'est un peu ça. Oui. Il y a une subjectivité. Moi, ce que je souhaite aux responsables, l'affaire du permis à points, nous le souscrivons à 200%. À condition que ce soit bien pris en charge. Parce que ça va responsabiliser l'automobiliste. C'est comme si elle avait un compte KNEP. Il a un compte d'épargne. C'est à lui de veiller à ne pas dépenser sans rembourser. Donc, il doit gérer un capital point. C'est à lui de faire attention de ne pas perdre ses points. Ouais. Mais maintenant, cette histoire de contestation. Ça existe de Parlement, donc on conteste la contravention. À titre d'exemple, premièrement, je souhaiterais, je saute du coq à l'âne, que cette histoire de permis à point, on ne va pas la lancer comme ça à la voiture, qu'on fasse d'abord des séminaires de formation aux agents, qu'ils soient bleus ou verts, qu'ils apprennent ce que c'est, avant même de... Parce que moi je vous cite des cas aberrants. Un jeune a été arrêté dans une belle voiture. Un homme bleu ou vert, je ne sais pas, la vitre de taxi, avec la prévention, avec derrière l'autocollant, fumé, c'est interdit. Le conducteur, c'est d'origine. Vous voyez là, j'en sorti son briquet, il l'a mis sur la vitre pour voir. Subhanallah, c'est ça qu'on lui apprend à l'école, ça. On n'a pas appris ça à l'école. Un autre, c'était avec la clé, des carottes féas. Quand même, c'est pas ça la prévention routière. La prévention routière, je lance un appel à tous mes amis. Ils sont tous été mes élèves ou mes amis, qu'ils soient des verts ou des bleus. Vous apprenez le code de la route pour l'inculquer aux automobilistes. Vous êtes un peu les intermédiaires de votre formateur vous a formé, à vous de former aussi les automobilistes. C'est pas histoire de verbaliser pour verbaliser. La question est là. Maintenant, je ne sais pas... On va redonner la parole à M. Abdelghani Hamali, qui représente le ministère des Transports, notamment sur les modalités de l'application de cette nouvelle loi dans son volet permis de conduire à point. Donc, merci. Donc, concernant l'application du système du permis à point, donc, on a dit que le permis à point, le système du permis à point, c'est un outil modulaire et pédagogique. C'est pour responsabiliser les conducteurs. Mais il faut savoir que si on dit le code de la route, ça ne veut pas dire la loi. Le code de la route, il y a une partie législative, une partie réglementaire. On ne va pas mettre tout le détail dans la loi. Mais en même temps qu'on a préparé la loi, on a préparé les textes d'application. On a finalisé le décret et les arrêtés. Parce que le permis à point, on a lancé les principes dans la loi, comment il fonctionne, mais comment récupérer les points, c'est dans un arrêté.
On va attendre les tests. Donc, les textes d'application, ils sont finalisés. On va les envoyer incessamment au niveau du... Et on commencera à l'appliquer à partir de quand? Donc, le problème, ce n'est pas le cadre légal. Nous, au niveau du ministère des Transports, on a finalisé le cadre légal du système du permis à points. Notre souci, c'est qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on attend la finalisation du fichier national du permis de conduire. S'il est, s'il est finalisé, on peut commencer par appliquer le système du permis à points. Par appliquer la loi. On voudrait apporter une petite précision également, c'est-à-dire lorsqu'on parle de permis à points, il y a tout un environnement. Pour la récupération de points, est-ce qu'on est prêt actuellement de lancer ce permis et d'assurer la récupération des points qui sont prévus par la loi? C'est un mécanisme de reconstitution. Est-ce qu'on est en mesure actuellement de les mettre en place et de les rendre opérationnels dans un laps de temps très court? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il faut également préparer des programmes de formation en fonction des infractions constatées, etc. On dit que l'ancrage juridique, la loi a permis aujourd'hui d'avoir les ancrages pour lancer les différents chantiers. D'accord? On a œuvré avec les anciennes dispositions de la loi. Il ne faut pas se presser dans la mise en œuvre de ce système. Il est complexe, on prendra le temps qu'il faudra pour le mettre en opérationnalité. La constitution des bases de données, elle s'effectue. Elle va s'effectuer d'une part avec l'enrôlement des nouveaux permis de conduire, c'est-à-dire ça sera le permis électronique biométrique qui va démarrer incessamment. On va commencer avec cette base. On va également, dans le cadre de ce système qui est déjà défini et mis en place, il va y avoir une partie qui va reposer sur les anciens permis de conduire. On est en train de consolider l'ancien fichier qui était un fichier de wilaya et on est en train surtout de l'assainir parce qu'il n'y avait pas un identifiant national pour les anciens permis de conduire. On est en train de recouper avec la base de données de l'état civil pour inscrire le NIL pour justement disposer d'une base de données des anciens fichiers avec laquelle on va fonctionner dans un premier temps jusqu'à, c'est-à-dire... Si on résume tout ça, on commencera à travailler avec le permis à points à partir de quelle date approximative? C'est-à-dire avant la fin de l'année, on l'a déjà annoncé. On l'a déjà annoncé lors des différentes rencontres organisées par le ministère de l'Intérieur concernant l'apport des technologies de l'information et de la communication. Il y a les aspects liés à la production. Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est prononcé sur l'entrée en production de ce support à partir du mois d'avril, mais la mise en œuvre du dispositif n'interviendra pas avant la fin de l'année 2017. Parce qu'on ne va pas... C'est très compliqué. Et aussi, il ne faut pas s'engager dans la mise en œuvre d'un dispositif avec des failles. Il faut que ça soit performant. La crédibilité de ces systèmes repose sur la fiabilité des fichiers. Et on ne peut pas s'aventurer à mettre en place ce dispositif. On va commencer à travailler avec ce système de permis à points avec des failles dans le fichier. Qui vont se répercuter notamment sur le plan judiciaire. Alors, ma question, une autre question très simple, Monsieur Lazouni. Oui. Est-ce que l'introduction du permis à points va résoudre le problème? Bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le problème ne sera résolu que lorsqu'on prendra en charge sérieusement l'éducation routière. Il faut d'abord éduquer. Parce qu'on a toujours tendance à cibler le conducteur, c'est 95% de factures humaines. Mais ce n'est pas que le conducteur. Il y a le médecin qui donne ses certificats de complaisance, l'examinateur tolérant, le moniteur incompétent, le mécanicien bricoleur, etc. Donc, si vous voulez mettre en cause le facteur humain, ce sera tous les intervenants, pas seulement le conducteur, qui est, lui, victime de l'ignorance de son formateur. D'où il sort ce formateur? De Saint-Cyr ou de Sorbonne? Il sort du café du coin. Où est le formateur? Alors, le permis à points, c'est peut-être un petit quelque chose.
Moi, je remercie Hossein quand il a parlé qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, effectivement. Et le fichier national du permis de conduire, je souscris pleinement, parce qu'auparavant, les gens avaient deux, trois permis. On pouvait se faire retirer le permis à Ouargla, on vient au commissariat du coin, faire une déclaration de perte. Il n'y avait pas de... Et on avait un duplicata. Donc les gens avaient déjà l'intention de frauder à des caïnas. Donc le permis à point. Je suis pour, dans la mesure où ça va être... si je voudrais revenir au tribunal de Sample Police, parce qu'il existait à l'indépendance. Il était en 70, il était à la rue du Vieux-Paris, il y avait le tribunal de Sample Police. C'est quoi la procédure? Quelqu'un est verbalisé. Il a un délai d'un mois. S'il paye, ça veut dire qu'il est d'accord. Si au bout d'un mois, il ne paye pas, ça veut dire qu'il conteste. Alors on convoque le tribunal de Sample Police et à lui de plaider sa cause. Alors c'était, je me rappelle, c'est du quitte ou double. Le juge lui dit, ou vous développez, c'est quitte, sinon vous aurez une double amende. Ça existait le tribunal. Alors si on revient au tribunal de Sample Police, imaginez, il y a plus de 600 daïras. On va créer des emplois à tous ces magistrats qu'on va installer. Chaque tribunal de Sample Police aura tout un effectif. Et à ce moment-là, le contrevenant va plaider sa cause, va défendre. Il existait le tribunal de Sample Police. Avant la rue du Vieux-Palais, il était à la rue Ernest Renan, la place du 1er mai. Pourquoi on l'a retiré? Pourquoi on l'a retiré? D'autant plus que ce point qui va être retiré. Hossein a parlé de la procédure de récupération. Il y a deux méthodes. Et la première méthode, je sais que par exemple ailleurs, au bout de 2 ans, si le contrevenant ne commet aucune faute, il récupère un point. À lui donc de récupérer. Sur la CNEP, bon, il va mettre l'argent dans sa cagnotte. Maintenant, si il y a une autre formule qui va être très chère, si c'est l'ancien ordonnance 0903 qui prévoyait 5 journées de formation, aux frais du contrevenant, ça veut dire 5 journées d'absence, il ne va pas travailler. Maintenant, qui seront les formateurs? Voilà. La question se pose là. Alors, je ne sais pas si vous permettez, j'ai effleuré un peu les nouvelles dispositions. Je vous poserai une question justement sur les nouvelles dispositions. Alors, on va quitter un peu le permis à point, j'adore. Voilà. Pour les amendes forfaitaires, elles ont été revues à la hausse. Est-ce que c'est suffisant, par exemple? Non. Pour les amendes forfaitaires, elles ont été revues à la hausse. Est-ce que c'est suffisant pour... pas le problème. On va le dire franchement. On va monnayer. Pour ne pas dire... Il y a risque de corruption, subhanallah. Si ailleurs, je ne cite pas un pays, de 17 000 morts, en 1985, ils sont tombés à 3 900 morts en 2016, c'est parce que tout le processus n'affiche l'intervention humaine. Il n'y a pas d'intervention humaine. La circulation est surveillée par des drones. C'est le drone qui filme, qui flash, qui envoie à l'ordinateur central, mais il n'y a pas d'intervention humaine. Et l'humain, c'est l'humain. C'est l'intérêt derrière tous les fichiers automatisés. Lorsque M. Lazouni parle d'un système automatisé, c'est impeccable comme un système automatisé de radar fixe qu'on déploie, qui assure une surveillance constante en H24 et pour chaque infraction, il y a constatation. Il y a constatation, il y a impossibilité de manipulation de l'information parce que le fichier n'accepte que le code de paiement de l'amende. Là où il y a eu automatisation, il n'y a plus d'intervention humaine, le système devient plus performant. Mais le plus grand nombre d'accidents se déroulent dans les zones urbaines ou... Bon, le nombre d'accidents plus mortels. Le nombre d'accidents mortels, c'est dans les routes nationales. Dans les routes nationales, c'est connu. Il faut justement venir en appoint, améliorer le système de surveillance et de contrôle, venir en appoint aux services de sécurité par le déploiement, par le recours à ces systèmes automatisés. Mais les systèmes automatisés ne pourront fonctionner qu'avec une base de données automatisée des immatriculations et aussi l'existence d'un fichier d'infraction pour l'identification et
la notification de la contravention. Les pays qui ont avancé dans ce domaine se sont appuyés sur ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. On était dans les années 80 à peu près à 2 millions, 3 millions de véhicules. Aujourd'hui, on a un parc roulant de plus de 8 millions de véhicules. Les méthodes de surveillance et de contrôle doivent évoluer en conséquence. Et pour évoluer, il faut s'appuyer sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a un investissement à faire et c'est la raison pour laquelle le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales avait introduit une proposition pour l'autofinancement de cette délégation. On a sollicité une quote-part du produit des amendes forfaitaires pour lui permettre justement de déployer ces dispositifs et de recourir à ces technologies de l'information et de la communication. Alors, vous allez poser la question, c'est aussi comment contrôler un chauffeur de poids lourd qui fait, par exemple, la ligne Timimoun-Adrar. C'est pas évident. Mais pour l'instant... On revient au dispositif dont parlait M. Razzouni. C'est déjà le chronotachygraphe qui est un dispositif qui va permettre aux services de sécurité de contrôler la vitesse pratiquée, de contrôler les temps de conduite et de contrôler les temps de repos. Lorsque on disposera de cet outil, de ce dispositif, on va améliorer les conditions de sécurité routière. Et M. Razzouni avait abordé un aspect aussi très important. Lorsqu'on parle un petit peu de sécurité routière, notamment pour les véhicules de transport de marchandises, de transport de voyageurs, etc., on doit développer la prévention en amont. Il y a ce qu'on appelle la sécurité routière en entreprise. Le chef d'entreprise, il est responsable de la flotte, de sa flotte. On fait sortir des camions, on dispose d'une flotte avec des camions en surcharge, des camions avec des pneus lisses. C'est pas le chauffeur qui va payer. Mais est-ce que la loi responsabilise le chauffeur ou le chef d'entreprise? Là est la question. Il y a une disposition qui prévoit justement, on a pris cet aspect. On a organisé un séminaire sur la sécurité routière en entreprise et il y avait, M. Razzouni était présent avec nous, et il y avait les gros transporteurs, c'est-à-dire les entreprises émettrices de trafic lourd. Cette préoccupation a été soulevée et cette préoccupation a été prise en charge au niveau de la loi. Allez-y. Un complément à ce que a dit M. Neich aussi, c'est que le premier point, c'est concerne le chronotachygraphe. Je sais que certes, il y avait un arrêté, il date des années 72, qui passe du mouchard, c'est le chrono analogique. Mais maintenant, depuis 2006, il y a une directive européenne, ils ont passé au numérique. Nous, on a prévu dans le cadre d'amendement de la loi 0114 d'intégrer le chronotachygraphe et l'option qui a été retenue par les pouvoirs publics de faire fabriquer le chronotachygraphe en Algérie. Donc, l'intérêt du chronotachygraphe, il va nous fournir des informations sur la distance, la vitesse et le temps de conduite et de repos. Ça fait même pas une semaine qu'on a examiné le projet de décret au niveau du secrétaire général du gouvernement. Dans le décret du chronotachygraphe, on a inséré la notion de durée de conduite et de repos. Donc, il y a l'ancrage juridique. Le temps de conduite et de repos est fixé dans un décret. Alors, l'ancrage juridique en attendant l'application. Donc, c'est cette semaine qu'on a examiné au niveau du secrétaire général du gouvernement le décret concernant le chronotachygraphe. On a essayé de développer l'idée de fabriquer le chrono en Algérie. Mais on va opter, Inch'Allah, pour le chrono numérique. Il y a le deuxième point, c'est la surcharge. Dans la loi, il est prévu la création des stations de pesage. C'est des stations soit fixes ou mobiles qui vont prendre en charge le problème de la surcharge du transport de marchandises. Où on détermine la responsabilité. Déjà, dans l'article 12 de la loi, il dit que le conducteur est responsable civilement et pénalement durant la conduite, mais en même temps, on va responsabiliser l'entreprise. Parce qu'on va exiger que le véhicule doit être pesé à la sortie des usines, à la sortie des carrières ou tout ça. Donc, il y a un encadrement qui est en train de se préparer. Allez-y, monsieur Razzouni. Effectivement, le problème, justement, une fois dans une émission à la télé, un journaliste avait posé la question à un directeur de travaux publics de la wilaya de Msila. Il avait posé le problème, il lui a dit, ça fait pas longtemps que cette route a été refaite, elle est déjà dégradée. Le directeur a dit, c'est pas de ma faute, c'est les poids lourds, il y a trop de poids lourds qui circulent. Bon, premièrement, les dispositions de la loi exigent, je crois, 350 kilos par centimètre carré. Donc il y a déjà des normes.
Dans le passé, dans chaque patelin, il y avait une bascule publique. Ce qui n'existe plus. Bon, on en parle dans la nouvelle loi pour les stations de pesage. Mais comme vous l'avez dit, moi j'étais à la carrière Joubert. Ils chargent, à la sortie des camions de gravats, on devrait déjà les peser et retirer l'excédent. Parce que qu'est-ce qui dégrade la chaussée? C'est particulièrement en hiver. La chaussée est mouillée, sous le goudron, la terre est molle, et le poids, il écrase le goudron. Bon, premièrement, à ce jour, je n'ai pas vu en Algérie la plaque barrette de dégel. Les barrières de dégel doivent exister. Le Wali, dans sa région, lorsqu'en hiver, il y a risque de dégradation de la chaussée, il limite le tonnage des véhicules qui doivent passer. La barrière de dégel, je ne l'ai jamais vue. De même que je n'ai jamais vu les manchons d'orientation de l'air, de vent qui passe. Parce que je m'excuse d'accaparer, je vous cite une anecdote. À la droite, des gens sont venus me voir, me disent, Monsieur Razouani, faites attention, si vous vous rendez vers Gardaya, au kilomètre 50, alors me secoue. Il y a des génies. Et je me suis déplacé là-bas, il y avait un palmier, c'est l'hanna, des chiffons, des colifichés, etc. Et tout le monde s'arrêtait là, récitait la Fatiha et reprenait la route. Le comble, j'ai vu quelqu'un s'arrêter, sortir un jerrycan d'eau et arroser le palmier. C'était un médecin. Il m'a dit, c'est comme le pari de Pascal, j'y crois pas, je préfère m'arrêter, je ne paie rien du tout. Et en fait, cet endroit-là, et c'est vrai, il y avait beaucoup d'accidents dans cet endroit-là. Il y a un vent latéral très fort. Il y avait un oued. Donc le vent latéral très fort, lorsque les voitures roulaient à grande vitesse, ils ne pèsent pas grand-chose sur la chaussée et ils sont projetés. Partout ailleurs dans le monde, j'avais même parlé de l'ancien ministre de la République, de placer juste le manchon d'aération comme on voit dans les aéroports, qui indique aux gens, attention, vent fort. Si le manchon est montant, c'est qu'il y a des vents forts. S'il descend en bas, il n'y a pas de vent. C'est rien du tout ça. Ça pourrait éventuellement permettre l'éducation. Alors, pour parler d'éducation, allez, je vais être un peu acide. Merci d'être tolérant. La loi 8709, donc ça fait 30 ans. La loi 8709, dans son article 21, stipule l'introduction de l'éducation routière dans les établissements scolaires. À ce jour, ça n'a pas été mis en application parce que le texte d'application n'a pas. Or, lorsque la loi obligeait les gens qui avaient 1 million de dinars, ils devaient obligatoirement passer par la banque, le texte d'application est sorti le lendemain. C'est une question à 0 dinars, je n'ai pas de réponse. Bien, donc l'éducation routière, c'est très important. Moi je suis vieux, mais j'étais gosse à l'époque et on venait avec les voiturettes dans la cour de l'école nous apprendre sur le point justement qui est très important concernant l'état des routes, un des facteurs qui cause énormément d'accidents de la route. Oui, donc c'est pris en charge par la nouvelle loi. On a prévu la création des stations de pesage, soit c'est des stations fixes ou mobiles, en concertation avec nos services des travaux publics. On va préparer un décret pour la création et la mise en place, leur implantation et quelles sont les conditions. Parce que dans la loi, on a précisé les normes de la charge qui est réglementaire. Par exemple, par essieu, il ne doit pas dépasser 13 tonnes par essieu. Et même on l'a classé comme quatrième contravention, le non-respect de la charge utile. Donc je pense qu'on est en train de préparer le décret concernant pour la création des stations. Il va prendre en charge ce volet-là. Il n'y a pas que les stations de pesage, il y a aussi la dégradation avancée de certains tronçons routiers, notamment et surtout à l'intérieur du pays, où on constate malheureusement que ça cause beaucoup de dégâts. Mais la dégradation des routes, c'est dû au transport du poids lourd. Est-ce qu'il faut attendre la sortie ou la promulgation des décrets pour trouver des solutions? Non, les services des travaux publics sont en train c'est-à-dire de faire l'entretien des routes parce que c'est coûteux d'assurer l'entretien des routes. Donc, mais peut-être à l'avenir, avec la création de ces stations, peut-être on peut régler ce problème. J'allais vous dire, les vies humaines sont aussi oui, très coûteuses.
On va passer, donc, on a parlé du permis à points, on a parlé aussi des contraventions. J'allais vous poser la question, vous, Monsieur Lazouni, ou peut-être Monsieur Ahmed Nek Houssine. Certains parlent de prix un peu dérisoires par rapport à la norme internationale concernant les contraventions. Concernant les contraventions, bon, il y a eu une revue à la hausse du montant des amendes forfaitaires on a axé sur la 4e classe. La 4e classe qui concerne les infractions génératrices d'accidents. Elle était de 4 000 dinars, elle a été revue à la hausse à 5 000 dinars. C'est la principale augmentation opérée au niveau de la loi pour apporter un tant soit peu un caractère plus dissuasif et coercitif à ces amendes. Est-ce que c'est suffisant d'après vous? C'est suffisant. C'est suffisant lorsqu'il y a une crédibilité, c'est-à-dire dans l'application de ces amendes. Lorsqu'il ne peut pas y avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui échappe à la sanction, là, ça devient dissuasif. Et là, c'est-à-dire on revient vers le système qui sera mis en place avec des PV électroniques, avec un contrôle automatisé, etc., qui va éradiquer toute possibilité de complaisance ou d'intervention en matière de paiement des amendes et de défalcation de points. Alors, parmi les mesures qui ont été prises avant la promulgation de cette loi, celle prise par la Direction générale de la Sûreté nationale à travers l'introduction de patrouilles motorisées le long des grands axes routiers, peut-on faire d'ores et déjà un bilan? Pour ce qui est actuellement, je suis. Non, je vous parle en tant que directeur général là, du. Oui. Les brigades de sécurité routière créées au niveau de la DGSN ont eu un impact positif sur le comportement des usagers. Je me souviens, à l'issue de 6 mois de 6 mois de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, il y a eu une augmentation du nombre de faits constatés et ces brigades ne s'intéressaient qu'à certains types d'infractions, c'est-à-dire les dépassements dangereux, le non-respect des distances de sécurité, etc. Elles avaient un cahier de charges par rapport aux infractions à constater. Ce n'étaient pas des brigades de sécurité routière destinées pour la surveillance du port de la ceinture, etc. On voulait axer sur certains types d'infractions. Et ces brigades également évoluaient avec le centre de commandement de vidéosurveillance de la capitale. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu visualisation d'une infraction, il y a le contact de la brigade de sécurité routière qui intervient. C'était la chasse aux contrevenants, notamment ceux qui adoptent un comportement très dangereux en circulation. L'impact est positif. L'impact est positif parce qu'on le voit, on le constate. Lorsqu'on parle, c'est-à-dire lorsqu'on descend un petit peu sur la route de la Hélène, etc., notamment pour les poids lourds qui empruntent, on voit que tout le monde est aligné, ça a permis un changement de comportement et ça mérite une généralisation. Généralisation donc de ces brigades, notamment à l'intérieur du pays, Monsieur Lazouni? Monsieur Lazouni les connaît parce qu'on a commencé avec Chantal Marfé. Cela dit, les conducteurs, les chauffeurs qui slaloment sur l'autoroute sont toujours très nombreux. Vous savez, les appels que je lance beaucoup aux hommes automobilistes, n'ayez pas peur de la casquette, ayez peur de l'accident. Avoir peur de la casquette, le droit est limité, on les connaît. D'ailleurs, récemment, avec un commandant de groupement de gendarmerie, m'avait déclaré, là où je mets un barrage, je peux garantir 300 mètres après. Au-delà de 300 mètres, les gens reviennent à leur folie. Donc on ne peut pas jalonner le territoire national avec des gendarmes, des policiers. Il faudrait faire sentir à l'automobiliste la peur de l'accident. Bien, ceci étant, le problème de la formation en entreprise.
Je tiens à remercier l'initiative qui a été prise par le directeur du centre hospitalier universitaire de Sétif. Il a appelé votre serviteur et il m'a sollicité, je me suis déplacé. Il a rassemblé tous les ambulanciers de la wilaya pour faire une séance de sensibilisation. Bon, moi j'aurais aimé une formation, mais malice. Pourquoi? Parce que je profite de l'occasion pour lancer un appel à ces ambulanciers. Le gyrophare, ce n'est pas pour faire de la vitesse, ce n'est pas pour briser le mur du sang. C'est juste pour solliciter l'attention des automobilistes. S'il vous plaît, je transporte un malade, laissez-moi passer. Je vous cite le cas de Messaad. Une ambulance est partie de Messaad avec un médecin, un infirmier, une malade et le chauffeur. Avant d'arriver à Barbagues, ils se sont tués tous les quatre. Et ça arrive fréquemment où les ambulanciers croient que le gyrophare leur donne... C'est un gyrophare jaune. Oui, il n'a ni le rouge ni le bleu, donc il n'a rien à voir avec la supériorité. D'autant plus que l'ambulance blanche ne bénéficie pas de priorité. Elle transporte un malade qu'on transfère d'un hôpital à un autre. Il est déjà malade à l'hôpital, peut-être pour une analyse ou pour un scanner. L'ambulance des pompiers, par exemple, là où ils vont sur les lieux d'un accident, ils prennent des blessés, là, ils pourraient bénéficier d'une priorité. Alors, je reviens toujours à cette éducation. Si on éduque les gens, et il y a certaines sociétés qui le font, d'autant plus que la loi prévoit, il existe un fonds national de formation continue, le FRAC, qui oblige les employeurs, chaque année, à verser, je crois, 2% de leur masse salariale à ce fonds. S'ils assurent la formation de leur personnel, toute catégorie, l'argent n'est pas perdu, puisque, avec justification des dépenses, le personnel a bénéficié d'une formation. Mais pourquoi ne pas le former lorsqu'il passe son permis, poids lourd, par exemple? Pourquoi ne pas le former lorsqu'il passe son permis? Pourquoi attendre la formation jusqu'à... Il faudrait d'abord que le formateur sache quelque chose. Personnellement, j'ai déjà lancé un appel et je continue à lancer un appel. Je verrai le patron d'une auto-école licencié. C'est quand même... Écoutez, si on fait un parallèle entre un pilote d'un Fokker qui transporte 40 personnes, il y a le niveau d'instruction, l'état de santé, et tout. Et le chauffeur d'un car, sous prétexte qu'il a 25 ans, on a avancé 25 ans. Mais l'âge biologique n'a rien à voir, on peut être débile même à 40 ans. Il n'y a aucune tête, il a 25 ans, on lui donne le permis, on lui donne 80 personnes à transporter. Vous connaissez le drame de Kartofa? Imaginez le bus qui démarre de Hassim Saoud, et à 2 h du matin, il était à la sortie de Tiaret, il tombe dans un ravin 150 mètres. 2 h du matin, parce que là il y a, puisque bientôt nous allons avoir le ramadan, l'individu doit savoir qu'il a une horloge biologique dans son cerveau, il a des périodes d'hypovigilance. Est-ce que la loi prévoit quelque chose dans ce sens? Donc je pense... concernant l'obtention des permis... Donc, concernant le volet de la formation, ainsi que les facteurs des accidents de la route, il y a le facteur humain. Donc le ministère des Transports, il s'est focalisé sur la formation. Déjà, comme a dit M. Alazouni, la loi a prévu l'enseignement des règles de la circulation routière dans les établissements scolaires. Si on dit une loi, ça ne veut pas dire que c'est la loi du ministère des Transports, c'est la loi de la République. Elle concerne tous les secteurs. Mais là, il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'on délivre un permis à des personnes... Mais je vais arriver au permis. J'ai dit que le volet de la formation, c'est pour ça qu'on a adhéré à la proposition du ministère de l'Intérieur de créer une nouvelle structure nationale. Elle inclut tous les acteurs concernés pour améliorer la sécurité routière. Donc sur le volet de la formation du permis de conduire, on a revu les conditions d'agrément des auto-écoles, c'est récemment par le décret de 2012 et il a été modifié en 2016, où on a élevé le niveau de gestionnaire de l'auto-école et même le niveau du moniteur. On a revu même le programme de formation. Parce que si on a un bon moniteur, il faut avoir une qualité d'enseignement. Donc le programme de formation, il a été amélioré en concertation avec notre Centre national du permis de conduire. On a revu tous les programmes des différentes catégories du permis de conduire, de la catégorie A, B, C, D. Et même pour le transport de voyageurs et marchandises. Justement, est-ce qu'il faut introduire un niveau d'instruction spécifique? Non, on a introduit un niveau pour le moniteur. Parce qu'auparavant, c'était la 9e année. Maintenant, on a élevé le niveau. Mais le problème des chauffeurs,
c'est exigé, mais on est en train de former les chauffeurs professionnels. C'est-à-dire le chauffeur de transport de personnes, de marchandises, en plus de la catégorie qui est exigée, la catégorie C pour le transport de marchandises ou la catégorie D pour le transport de personnes, il est obligé de subir une formation pour obtenir le brevet professionnel. Déjà, il est prévu dans la loi que le brevet professionnel, c'est un document de bord. Ça veut dire que c'est pas l'âge de 25 ans, il peut conduire, transporter des personnes. On va profiter de l'occasion pour poser la question à M. Netel Houssine, en tant que directeur national du Centre de prévention routière. Est-ce que faut-il, comme le préconise M. Lazouni, exiger un certain niveau d'instruction pour les chauffeurs de poids lourds? Il faut qu'il y ait des filtres. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser. Il faut qu'il y ait des filtres, je rejoins parfaitement. On parle de capacité. On parle de capacité, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité. Pour conduire, il faut qu'il y ait des filtres, des tests psychotechniques pour l'accès à la conduite. Pourquoi pas de l'exiger? Aujourd'hui, on se limite à un certificat de médecine générale et c'est-à-dire l'acuité visuelle. On peut aller vers des tests psychotechniques, notamment lorsqu'il s'agit un quotient intellectuel et un quotient émotionnel. Voilà. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est de verrouiller un petit peu au niveau des examens du permis de conduire. Il faut mettre en place, lorsqu'on parlait d'automatisation, lorsqu'on parlait de nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut évacuer ce facteur humain dans la proclamation des résultats, notamment dans les aspects théoriques. Ça se fait à travers le monde. C'est un système multimédia. Soit on est apte à comprendre ce code de la route, à comprendre ces règles de la circulation routière, et avec aussi des questions qui se greffent, notamment pour évaluer un petit peu le bon sens de ce candidat. On ne se limite pas uniquement aux priorités de passage, etc. On pose des questions également pour percevoir un petit peu, pour tester un petit peu le bon sens de ce candidat. Là, ça, on est obligé d'aller vers ce système. Les centres d'examen, c'est l'État qui délivre le permis de conduire avec les moyens de l'État. Et c'est des dispositifs automatisés qui vont nous permettre de mettre dans le circuit uniquement les gens qui sont en mesure et qui ont cette capacité de conduire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous laisserai 2 minutes pour terminer, M. Lazouni. C'est-à-dire, si je voulais si je souhaiterais, plutôt que si ce conducteur est à niveau, il y a l'énergie cinétique qui rentre en considération et que le conducteur ignore. Il y a la force centrifuge qu'il ne connaît pas. Il y a le centre de gravité. Toutes ces données à donner, il faudrait au minimum un conducteur du groupe lourd, au minimum terminal. Et je cite Hada pour conclure. Wedger, un semi-remorque, a tué 3 gendarmes qui faisaient le constat de l'accident et il a embouti 20 voitures qui étaient à l'arrêt. Donc c'est dire un peu l'énergie cinétique qui a été développée par ce semi-remorque. Est-ce qu'il connaît la formule E égale 1/2 J'en doute. Alors, il faudrait qu'on relève, il y va de la survie. Les automobilistes. Maintenant, nous avons peur d'affronter la route. Parce que le problème est là. Alors, moi, ce que je souhaite, qu'on lance, on a les dispositions de la loi, en réalité, l'expression, c'est du réchauffé. Tout ce qui est dit dans cette loi existait déjà dans les lois précédentes et ça a tout GLT sera défini ultérieurement par voie réglementaire. Prenons, pourquoi tous ces textes, pourquoi toutes ces lois, alors qu'il aurait fallu prendre. Je prends par exemple l'ordonnance 74-107, c'était un bijou. Il fallait simplement relever le taux des amendes parce qu'à l'époque, en 74, l'amende du piéton était à 20 dinars. C'était pas tellement dissuasif. Mais la question n'est pas là. Donc, et puis la formation. Les entreprises ADA, il faut les responsabiliser pour assurer la formation de leur personnel. Il y a, je salue Sonelgaz, je salue MPV, je salue Amened, il y a énormément de sociétés qui font appel à votre serviteur dans le cadre d'un institut où j'exerce comme consultant et nous assurons la formation. Le conducteur découvre, pour clôturer, j'apprends à nos amis auditeurs que certains pneus ont un sens de rotation. C'est que un ami m'a fait monter dans sa voiture,
Et c'était une toilette. Et j'entendais un peu le véhicule. C'est pas normal, Mohamed. Non, quand ça fait là, c'est toujours comme ça. Je descends, je regarde la flèche, les pneus étaient montés dans le sens inverse à la marche. Il m'a dit pourtant c'est un vulcanisateur ancien. C'est ça le hic. Vulcanisateur ancien. J'ai dit à l'avenir, adressez-vous à un vulcanisateur qui sort du centre de formation professionnelle. J'apprendrai à nos amis téléspectateurs qu'il existe des pneus comme les chaussures, pied droit et pied gauche. Alors, il faut une formation. Il faut une formation. Merci, M. Mohamed Laouzouni, président de l'association Tariq As-Salama, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, M. Ahmed Neit El-Houssine, directeur général du Centre national de la prévention routière. Merci à vous également, M. Abdrani Hammani, sous-directeur de la circulation et de la prévention routière auprès du ministère des Transports et des Travaux publics. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.